attendre, on retrouve Laurent Ruquier. On va gêner jusqu'à 18h avec ses chroniqueurs. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Motro. Christine Bravo. Jérémy Michalak. Titoff. Oui. Fabrice Eboué. Et l'homme qui ne répond jamais aux questions, Philippe Alfonsi. Ça devient enfin une légende, ça. Vous êtes un peu notre président de la République, l'homme qui ne répond jamais aux questions. Ah non, moi j'ai trouvé ça génial, hein. J'ai une pêche aujourd'hui. Ah, vous avez regardé? Ah, je suis Il rassuré. vous a Hein. redonné le moral? Grave, moi, j'ai une pêche. On est beaucoup mieux que les Polonais, les Tchèques. Je suis super content. Ça fait plaisir. À la pêche que j'ai là, J'avais pas vu ça comme ça. tout va bien. La crise, c'est fini dans c'est fini, 2 c'est ans, terminé. même pas. Moi, quand ils ont annoncé qu'ils supprimaient la taxe professionnelle en 2010, j'ai fait un bond sur mon fauteuil. Enfin, Super, envoyer des textos. Génial. Plus qu'un an de galère, ça va passer là là. vite. On y reviendra évidemment à l'intervention N'est-ce du pas président de la République. Oh Mais là d'abord, les mails des auditeurs. Bonjour, votre émission est formidable. Depuis que je vous écoute, j'ai l'impression d'être au courant de tout avant tout le monde, me dit Nadia. Post-scriptum, pouvez-vous demander à Christine de moins rire car on a l'impression qu'il y a un cochon dans le studio. C'est pas un cochon, c'est un marcassin, en fait. C'est un marcassin. Ouais. Mais au cochon, au masculin ou au féminin? Bah, c'est ça le problème. C'est pas un cochon, Nadia, c'est une cochonne qu'on a dans le studio. D'accord. Moi, j'ai une queue en tire-bouchon, si tu veux. Oh non. Oh, ne ris Ça y est. pas. Et voilà, ça l'a fait rire. C'est pour déclencher. Une petite question, Laurent. Pourquoi n'utilisez-vous pas le vrai surnom de Fabrice, le koala? Je savais pas que vous surnommez le koala, Fabrice. Ouais, c'est une expression qui a été avancée par Jamel, mais Boubounet, j'aime bien aussi. Ah, vous préférez Boubounet, c'est plus Ouais, amical, ouais, plus bien familial, plus gentil de notre part. Hier, pour la première fois, j'ai fait un rêve érotique, me dit Jérémy. Un rêve érotique avec Christine Bravo. Alors, ça, Je c'est voudrais savoir si Gérard Miller consulte encore. C'est qu'on connaît pas les détails. 2 auditeurs patientent depuis tout à l'heure et écoutent tous ces mails envoyés par d'autres auditeurs. Il s'agit de Laureline qui habite Paris. Bonjour Laureline. Bonjour Laurent. Comment allez-vous? Très bien et vous? Pas mal. Surtout quand je vous entends, vous avez l'air joyeuse, heureuse de jouer avec nous. J'aime bien les gens qui disent Exactement, ouais. bonjour. 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 Je crois qu'elle me confond avec sa boulangère. Laureline, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis avocate. Avocate. Oula, depuis longtemps? Depuis 2 ans en fait. Tu es au barreau? Ouais, En c'est fait, une vanne. j'ai fait mon droit à l'étranger, donc je suis avocate pour une société américaine et donc je peux pas être vraiment avocate en France. Si vous voulez. Ah ouais, donc tu es avocate avocate en fait. Dans le privé, en fait. Voilà, exactement. Bon. Vous avez un petit message à faire passer, un petit coucou, un chouchou parmi les chroniqueurs? Moi, c'est vous mon préféré, Laurent. Et puis, je voudrais rendre un petit hommage à Isabelle Motro aussi, que j'aime beaucoup. Et on ne sait pas assez souvent. Donc Voilà. vous préférez les intellos. Super C'est bien gentil, alors. Je suis très touchée. Elle écoute que le vendredi. Regardez la gueule que fait. Oh là 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 là. Elle est jalouse, là, c'est terrible. Laureline, vous allez affronter la question, tu vas voir. Daniel qui nous appelle depuis la Haute-Savoie, Salanches, très précisément. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, Oh Daniel. là, ça c'est un homme qui nous parle. Que faites-vous dans la vie, Daniel? Je m'occupe d'un site internet qui fait un petit peu comme Christine de la vente en ligne de produits, mais pas dans les bébés, je la rassure tout de suite. Et donc quoi, alors, vous Est-ce faites? que vous pouvez, comme avec la jeune fille avocate, faire « Wow, alors, ouais !» Quand tu dis pas dans... Ouais. Non, c'est pas à vous que je parlais. C'était au chroniqueur. Non, il a Parce bien qu'elle, fait par contre. Hein. Ouais, alors, ouais. Quand tu dis un site avec des produits pas dans les bébés, qu'est-ce que tu entends par là? Non, ce sont des cravates en fait peintes à la main, des cravates en soie peintes à la main. Voilà. Ça pourrait plaire à Bon Albi, ça. Bon, vous êtes prêts à vous affronter l'un et l'autre, Laureline, Daniel? Oui, je suis prête, ouais. Il faudra aller plus vite que les chroniqueurs ici présents. J'espère que vous avez révisé, bien lu la presse. Qu'est-il arrivé à Yves Gégaud, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, depuis qu'il est à la Guadeloupe? C'est arrivé dans les dom-toms? Oui, à la Guadeloupe, oui. Ouais. Non, mais Et il a il glissé aurait sur une Non, crotte. mais ça aurait pu arriver en France ou autre Non, part. qu'est-il arrivé depuis qu'il est- depuis qu'il est à la Guadeloupe? Ah, c'est Bah, la manifestation s'est étendue à la Martinique. Non, c'est lié à la grève? c'est indirectement lié à la grève. C'est pas un truc qui s'est passé dans une manifestation ou quelque chose comme ça? Ah non, non. Il a rencontré un Antillais qui travaillait.
Non, il a Pendant la installé. grève, ça s'appelle un jaune. Il a installé ses Lego. C'est Lego. C'est Lego. C'est Playmobil aussi. Monsieur Gégaud a installé ses locaux là-bas. Ouais. Il s'est délocalisé, puisque c'est le secrétaire d'État à l'outre-mer, effectivement, à cause de la crise sociale en Guadeloupe. Vous savez qu'il y a une grève générale presque depuis 2 semaines là-bas. Mais alors, il lui est arrivé quelque chose. Il a fait une déclaration depuis sa chambre, ou je sais pas quoi, une déclaration à la radio. Ah non. Sans sortir. Accident. Il est arrivé dans le bureau, il n'y avait plus les meubles. Cambriolé? Il a Non, été cambriolé. non, mais Christine, je vous conseille la prochaine qu'est-ce que fois tu as dit d'aller avec Monsieur Gégaud. Ah, il a fait fortune? Alors d'abord, est-ce que c'est un truc agréable? Il a fait l'amour. Non. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est du quelque calme. chose d'agréable qui lui est arrivé? Ah bah ça dépend, mais pour lui, j'imagine que c'est agréable. Moi, je serais ravi aussi, Christine aussi. Il a fait un enfant Il là-bas. a trouvé un mec? Non. Ça, c'est... je vous ferai pas ça. C'est un truc personnel. C'est un truc personnel du ressort de la vie privée. Oui, personnel. Oui, quand même, Vie personnel. privée, pas tant que ça, mais en tout cas Personnel. personnel. Il a un enfant? C'est un rapport avec les spécialités antillaises ou pas? Pas du tout. Ah, peut-être ça. Avec la cuisine? Il a rencontré un boudin? Il a perdu du poids. Il a perdu du poids. Il a perdu 5 kilos. Bonne réponse de Joujou. Ouais. Je vois pas pourquoi ça me ferait plaisir. Tu m'as mis sur une fausse piste. C'est Laureline. légèrement mufle, hein, quand Ah, c'est, même. mais c'est Laurent. couja, mais totalement. Laureline, Daniel, c'était dans le Parisien ce matin. C'est une question plus que tordue. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. C'est le principe de l'émission. Ah oui, mais les kilos de Gégaud, le secrétaire d'État à l'outre-mer, qui s'est délocalisé avec une partie de ses collaborateurs à Pointe-à-Pitre pour gérer la crise sociale en direct, sur place, a perdu 5 kilos depuis son arrivée sur l'île. C'est peut-être dû à la cuisine. Le homard, ça fait pas grossir. Non, mais pas moi. J'ai regardé le Parisien ce matin, mais c'est le Parisien qui avait perdu 5 kilos. Ah, vous êtes amer, vous êtes triste, Daniel. Ah oui, très triste. Parce que oui. vous aviez bien révisé, lu tous les articles. Non, absolument pas. Je ne me faisais aucune illusion vis-à-vis de mon chroniqueur. Ah non, on a des gagnants quand même de temps en temps. Oui, Enfin, bien une sûr. ou deux enfin, fois de tous les temps en temps, trimestres. Ah mais non, mais franchement là, c'était trouvable. Si vous aviez lu la presse aujourd'hui, c'était trouvable. Je rappelle, faut réviser quand même pour vouloir gagner les merveilleux cadeaux que nous vous offrons. La voiture, le voyage qui était en jeu spécialement aujourd'hui. C'est dommage, non? Oui, tout ça, quoi. On vous embrasse quand même, Laureline. Ça marche, je vous embrasse Surtout aussi. moi, parce que je suis contente que quelqu'un y pensait à moi. Ça me fait plaisir. On attendait ça avant de la virer pour que ce soit moins douloureux. Non, gardez-la. Allez Laureline, Daniel, à la prochaine fois, vous pouvez tenter de vous réinscrire sur ruquier@europe1.fr. Merci. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je vous regarderai de loin avec des jumelles ». Sarkozy. Bonne réponse de Christine, bravo. Là, vous avez bien lu la presse ce matin. Expliquez pourquoi. Il a dit ça à sa femme pour la voir à sa taille. Non, il a dit ça aux journalistes hier hors antenne, je crois, après l'émission. Effectivement, à propos d'un éventuel second mandat, ça c'est une question qu'on lui a posée pendant l'émission. À la fin, il a dit là d'ailleurs, il a emprunté le dialogue de Johnny Hallyday. On voit qu'il a Johnny Hallyday comme ami parce que des lettres. quand on lui a posé cette question, est-ce qu'il reste un doute dans votre esprit quand vous pensez à 2012 ? Il a répondu à Pujadas, oh que oui. C'est quand même assez curieux. Donc, il aurait pu dire oui, oh que oui. Bon, il l'a pas tout à fait dit comme ça, mais en fin d'émission, en revanche, dans le salon Murat à l'Élysée avec les journalistes et les patrons de chaîne, bon, il se disait plutôt satisfait de sa prestation, nous raconte Fabrice Guerchel dans Le Parisien. Et à propos du second mandat, là, il a ajouté hors antenne, demandez à ma femme, tiens, parce qu'elle était là, Carla, évidemment, il l'enlaçait, paraît-il, à ce moment-là, et il aurait dit, si jamais je ne me représentais pas, à votre avis, qu'est-ce que je ferais ? Je serais en Italie, ce serait la Dolce Vita, et je vous regarderais de loin avec des jumelles. Je savais pas qu'elle avait 2 sœurs, Carla. Je sais pas, mais déjà dire qu'il va s'en aller en Italie, c'est incroyable. Quoi. Ah, Je veux dire, président de la d'abord, République. c'est le président de la République française. Quand il arrête d'être président, il parle de la Dolce Vita alors qu'on est en pleine crise Non, et mais qu'il c'est a essayé terrible. de rassurer les gens. C'était hors antenne, C'est encore ça veut pire. dire qui c'est. Mais il est obligé de faire un second mandat, en fait, Sarkozy. Pourquoi ? Je suis sûr que s'il n'est pas réélu président, sa femme le largue. Ouais, ça, c'est Oui, vrai, il n'est pas avec lui pour son physique, franchement, donc...
Oui, il rêve en fait, parce que s'il fait pas de second mandat, il va pas aller en Italie du tout. Il y a la grosse pression quand même. Bon alors comment vous l'avez trouvé finalement, Philippe Alfonsi, vous avez regardé? Je l'ai trouvé absolument égal à lui-même. Hein. C'est exactement Non, le même. plus modeste que d'habitude. Non, égal à lui-même. Parfaitement égal à lui-même. Ce que j'ai trouvé en revanche, c'est également égal à eux-mêmes. C'est les journalistes français qui sont formidables au leur niveau, qui posent des questions pertinentes et impertinentes, qui, quand on ne leur répond pas, relancent la question. Je les ai trouvés formidables. Comme ça, il nous a dit des choses précises. Vraiment, c'était bien. Ah, je suis pas pas de d'accord. doute. T'as regardé sur quelle chaîne, toi? Ah oui. Vous m'avez envoyé des textos que j'ai eu hier soir, Christine Bravo. Vous étiez énervée contre Guy Lagache. Comment vous m'avez dit Guy Lagache avec une cravate? C'est Claude Sarraud en tongs. Mais attends, ça a encore été le meilleur, dis donc. Oui, Lagache. exactement. C'est-à-dire qu'au moins il avait. Et pourtant, il avait la voix qui tremblait un peu parce que j'ai entendu les extraits. Oui, mais ça c'est normal. Mais il avait une petite pugnacité par rapport. Il avait une petite regarde, il a quand même malgré tout, quand il lui a demandé exactement combien coûteraient ces réformes, etc., donner un chiffre, il n'a jamais répondu de la part lancée. Non, quoi. Bon, c'est ça qui est terrible. Alors il pose des questions et puis bon, quand on répond pas, on pense à autre chose, on regarde les mouches Non, mais enfin, quand même, il y a c'est des normal, idées. il les a choisis, ces journalistes. Il y a des propositions, par exemple, quand même, qui sont normalement qui devraient être saluées par la gauche. Par exemple, franchement, vous ne pouvez pas être contre le fait de supprimer la première tranche d'impôt. Ça, c'est plutôt une. C'est pas des propositions, ce sont des propositions. Oui, il a ce ne pas sont dit pas qu'il des allait le décisions. faire. C'est pas des choses actées. Ouais. La seule annonce, c'est la taxe professionnelle. Voilà, c'est tout. En fait, il a annoncé que les impôts locaux allaient augmenter, tout simplement. Faut compenser quelque part, donc c'est bien nous qui sûr. allons. Ah oui, C'est pas les entreprises qui vont payer, c'est nous. Moi, j'attendais qu'il parle vraiment de ce qu'il y avait dans les sujets, c'est-à-dire ces gens qui disaient j'ai plus rien, il me reste 80 € à la fin du mois pour bouffer. Ouais. Et alors, c'était noyé. Est-ce dans que une t'as sorte- vu les Tchèques et les Polonais? Bien sûr. Oui. Moi, je l'ai trouvé génial, moi. Oui, mais c'est extraordinaire. Il y avait des vraies urgences. Il y avait les vraies questions, puis il y avait les questions périphériques, mais ils ne répondent même pas aux questions Mais non. périphériques. Et je veux dire que, par exemple, la question sur Kouchner, balancée à la fin de façon tout à fait invraisemblable, en disant attendez, l'Observateur, c'est bien le journal qui a parlé de Morissette. Bon, je veux dire, c'est invraisemblable parce que aux États-Unis, imaginez au même moment, Obama a des problèmes avec les gens qu'il a nommés. Il vient à la télé, il dit je me suis planté. Il le dit. Jamais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, on accepterait qu'un chef d'État ou un chef de gouvernement ne réponde pas à une telle question. Et on attendait des On aurait vrais. choisi les journalistes en Angleterre. Non, jamais de la vie que non. On ne les Déjà, choisit pas. Jamais de la On ne vie. les choisit pas. Il y avait même, il est connu par exemple que Bush a fait tout un scandale parce qu'il y avait une vieille journaliste américaine dont j'ai oublié le nom qui est là depuis toujours, etc. Paul Vermus. Et qu'il a. Vous m'avez grillé de 2 secondes, j'allais dire Catherine Knows. Et qu'il a rayé de la liste des gens qui avaient le droit de venir aux conférences de presse, ça fait un scandale. Bon, je veux dire, non, c'est. Et puis alors, il y a eu un moment magnifique, c'est sur la télévision, j'ai trouvé ça Ah formidable. oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Formidable, quand il a dit qu'il a expliqué pourquoi c'était mieux maintenant que ça soit. Racontez-moi parce que j'ai pas vu. Moi, j'ai regardé les jeux de 20h. Ah oui. Non, on lui pose la question de savoir si quand même la nomination du président de France Télévisions, chose un peu gonflée, que ça soit fait par le président de la République. Et non, c'est pas le président de la République, c'est le gouvernement. Ouais. Ah bon, mais enfin, vous êtes quand même président du Conseil. Oui, mais c'est le gouvernement, c'est pas moi. Et puis, de toute façon, c'est soumis au CSA. Puis après, pendant 5 minutes, il explique que le CSA, ça a toujours été une bande de glandus qui étaient aux ordres. Oui. Il explique que c'est le CSA qui va garantir l'indépendance de sa propre décision, et après il nous explique que le CSA a toujours été des glandus. Ça a été un grand moment. Il n'y a pas un journaliste qui a réagi. Laurence Ferrari, elle aurait dû réagir. Laurence Ferrari, non. Là, franchement. Christine, vous étiez fière qu'une femme soit présente? Je l'ai toujours défendu sur cette antenne contre toutes les attaques. Alors franchement, j'ai toujours dit foutez-lui la paix. Les audiences, ça marche pas, mais laissez-la arriver. C'est une jeune femme, c'est bien, nanana. Et alors hier, j'ai vu la Madone. Elle n'a pas décroisé les mains. Elle était en prière, en fait. Elle attendait l'hostie. Je te jure, le corps du Christ. Enfin, je sais pas. Elle acquiesçait souvent ce que disait Sarkozy. Elle acquiesçait, elle souriait, elle ne posait pas de questions. Une ou deux fois, elle a dit pourquoi. Elle a posé. C'est peut-être Dieu qui lui parlait. Oui, mais je pense que Dieu lui parlait. Et donc, si c'est ça la femme qu'on a mis en face du président, c'est-à-dire et non pas une femme qui a des, tu vois, qui a des couilles, ouais, bien sûr. Ouais. Non. Amanda Lear. Une femme avec des convictions, une femme. Voilà, oui. Arlette Chabot, par exemple. Je sais pas. Pourquoi avoir mis une icône? En plus, franchement, faut piquer sa styliste et sa coiffeuse. Pourquoi? Parce que elle avait un look de bonne sœur bénédictine.
que d'Arlette Chabot, c'est mieux. Quand même. Et je préfère. Moi aussi. Je préfère une coiffure improbable de vierge pénitente. Écoute, moi j'ai été très mal à l'aise en voyant cette malheureuse femme. même. Très très malheureuse. Vous m'avez envoyé un texto, vous m'avez dit j'ai honte pour la femme. Ouais, j'aurais voulu une femme quoi qui y va et qui Bon, tu voulais prendre sa place, quoi, on a compris. Non, voilà, non, oui. non. Et Duhamel alors. Ah, j'ai adoré. Duhamel qui a été demandé par le président quand même. Hein. Duhamel, le grand moment de la soirée, ça a été quand même quand il était retourné s'asseoir. On lui pose la question sur Bonaparte. Alors on vous compare à Bonaparte et il dit ah oui vous voulez faire de la publicité à Duhamel et là la caméra va sur Duhamel et il dit oui. J'ai trouvé ça magnifique. Il faut dire qu'il était pas content Duhamel parce qu'il avait pas assez de temps pour lui et il paraît que les autres l'interrompaient. Ah bah c'est pas Ferrari qui l'a interrompu. Hein. Elle est restée sur la grille de départ elle. Coldplay Life in Technicolor, c'est le dernier single tiré de leur album Viva la Vida. Et jusqu'à 18h, on va gêner Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff. Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier. Ils se sont vus pour la première fois le 16 juin dernier et sont restés 8 mois ensemble. De qui s'agit-il? Alors s'il faut donner les vrais prénoms, ça va être compliqué. Ah bon, Imata Tagayava. Et son frère Emaslama Yaya. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Christine Bravo, car il s'agit bien des Siamois. La question était tordue, mais comme vous êtes aussi tordu que moi, les Siamois qu'on a réussi à séparer à l'hôpital Necker, Siamois malgaches de 8 mois. Hier, on nous a présenté les bébés qui se portent bien. Ah oui, ils se portent bien. Il y en a un qui a une petite érection sur la photo du Parisien. Mais oui, je vous promets. Mais reste collé avec quelqu'un pendant 8 mois, tu verras si tu bandes pas. Même si c'est ton frère. Ah, quelle horreur! Au contraire, c'est quand t'es séparé que tu commences à bander. C'est normal, il est content. C'est une belle histoire quand même. 8 mois attachés. Et hier, on a réussi à les séparer. Je vais vous donner quand même leur vrai prénom parce que vous les avez un peu écorchés. Ima Agaga et Ima quoi? On n'était pas loin. On n'était pas loin. Ça fait c'est pas très malgache non plus ta prononciation. Ah bah Ima Agaga et Ima Alatsa. Et là et l'autre avec leur maman Anjara May avait peu de risques. Ils ont le même prénom? Ah non, Ima Agaga et Ima Alatsa. Ça doit être comme Jean-Christophe et Jean-Philippe, par exemple. Qui est con. Mais c'est vrai. Excellent, là. On était très contents. C'est totalement vrai. Parce que moi, j'étais en train de me dire, comment tu fais si tu raccourcis? Tu dis Ima, ils viennent les deux. Jean-Philippe et Jean-Philippe. Ils étaient accrochés. Qui dit il m'a tapé, maman. Ils comprennent plus rien, tu vois ce que je veux dire. Ils étaient accrochés l'un à l'autre par le thorax et l'abdomen, reliés à l'intérieur par le foie. Hein, en fait, un foie pour deux. Maintenant, ils ont plus qu'une moitié de raison de boire contre ex, chacun. Vous avez vu ce film génial, le film des frères Farrelly avec Matt Damon. Oui. Je vous le conseille. Ça s'appelle Deux en un. alors C'est deux Siamois, mais adultes. Ils ont toujours été attachés et c'est à mourir de rire, ce Mais les film. frères Farrelly font toujours des films. Faut vraiment comme que vous ça. regardiez ça. Alors à un moment donné, il y en a un qui tombe amoureux d'une nana, mais alors c'est embêtant parce qu'il a toujours son frère siamois attaché. Alors, et son frère siamois se me fout dans une grosse peluche ours qui met sur le lit, puis il peut pas bouger du lit évidemment quand la gonzesse arrive. Enfin bon, c'est à mourir de rire. Vous n'avez pas vu ça? Là, je l'ai pas vu. Ça faut vraiment. Ça va te plaire, toi. Ouais. C'est une comédie américaine, ça s'appelle Deux en un des frères Peter et Bobby Farrelly. Vous l'avez vu vous? Ouais, je l'ai vu. Mais tu devrais leur envoyer des bodies de petits Siamois. Il paraît que c'est plutôt une pathologie pour les filles. Eh bien moi ma question c'est est-ce qu'ils vivent longtemps les Siamois une fois séparés? pareil. On va voir. Pourquoi Comme tout le monde. Mais non, parce qu'on a eu des Siamois attachés qui ont vécu jusqu'à l'âge de... J'ai regardé un peu sur Internet, hein, jusqu'à 50, 60 ans, ils ont vécu attachés, mais les séparés, il y a pas longtemps finalement qu'on réussit Alors on sait pas donc. Moi, j'ai vu un chat siamois. Un chat siamois, il a fait 12 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est souvent des petites filles, parce que c'est des chats de siamoises. Non mais écoutez, c'est bien que la France quand même arrive à séparer enfin des siamois, parce que ça se passe pas souvent chez nous, hein, ça se passe souvent aux États-Unis ou bon voilà, là on a et en plus avec ce qui se passe là-bas à Madagascar en ce moment où justement il y a la guerre entre le président malgache et le maire de la capitale, on en a parlé le maire DJ là.
Oui, le maire DJ, exactement. Eh ben, c'est bien de voir que la France suit ce qui se passe dans ce pays, la séparation d'Ima Gaga et de Ima Latsa. C'est le professeur Yann Révillon, on peut lui rendre hommage quand même, médecin à l'hôpital Necker. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Parce que on est traumatisé avec Jérémy parce que on en a vu des siamois, mais c'est un seul corps et deux têtes. Et là, on se demande comment tu peux les séparer. Je crois que c'est pas possible. C'est pas possible. À moins de couper une tête. Non, mais on a réussi à les séparer. Elles sont attachées de direction aujourd'hui. Il y en a une qui a gardé le corps et l'autre qui travaille à la foire du trône. C'est horrible. Oh là, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai entendu cette information hier, je me suis dit, je sens qu'on va en parler. Non, mais c'est beau, voilà, on rigole, mais on est heureux, évidemment, Ouais, on est content pour ces siamois. Regardez les frères Bogdanov, la carrière qu'ils ont fait depuis. Cela dit, ils sont très mignons. Voilà, si on veut finir sur une note positive, ils sont très mignons. Il n'y a jamais eu quand ils sont trois attachés, est-ce qu'on dit toujours siamois? Ça, c'est une question. Ça existe, ça? Bah, justement, je me pose la question. Donc, peut-être pas Trois attachés. Trois collés. Ça existe. Oui, mais ça c'est autre chose, ils sont pas vraiment attachés. C'est souvent les garçons, ouais. C'est dans les sous-sols de boîte de nuit, ça. Ils sont déjà bien majeurs. Hein. Ils sont majeurs, tu vois. C'est autre chose, ça, Laurent. Il y en a même qui ont des grosses moustaches. Oui, ça finit des fois en chenille, par exemple. Moi, j'ai une chienne, elle a une portée, c'est 3 collés. Oh là là. Bravo. Ça vole haut, là. Ça, c'est pour les auditeurs qui disent que je ne fais que du cul, je fais aussi de l'esprit, c'était important de le dire. Voilà. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Non, parce que ça, je crois que vous l'avez pas lu dans les journaux. Alors, Jérémy, qui lit évidemment toute la presse, est assez incollable. Mais là, enfin, incollable, non pas que... On s'en sort pas. D'ailleurs, ce serait génial si j'avais des chroniqueurs siamois. Ils seraient pas incollables, justement. Bon, alors, ça se passe au Royaume-Uni. Et c'est un procès qui vient d'avoir lieu à Preston, très exactement. Et là, c'est une femme qui passe devant le tribunal parce que pendant la nuit, elle a fait quelque chose à son compagnon. Elle lui a coupé les parties génitales. Non. C'est quelque chose de méchant, enfin de cruel. En tout cas, lui a porté plainte, manifestement. C'est en rapport avec un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Non, il se trouve qu'elle en a profité parce que lui était ivre-mort. Est-ce que c'est sexuel? Non. Est-ce qu'elle lui a coupé les cheveux, par exemple? Non, elle lui a pas coupé les cheveux. Elle a coupé quelque chose? Non, enfin... Elle lui a percé les tétons. Non, c'est ni coupé, ni percé. Rasé. Non, mais quand il s'est réveillé, quand même, il y avait du sang. Elle l'a tatoué, elle lui a fait un tatouage. À tatouer, c'est pas tout à fait le mot, mais on se scarification, scarifier son prénom. Elle lui a scarifié son prénom sur le corps. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Eboué a la réponse parce qu'il y avait déjà pensé à le faire, ça. Il s'est réveillé le matin et il a poussé des cris d'horreur en découvrant son corps ensanglanté parce qu'elle avait profité pendant la nuit qu'il était ivre-mort pour lui graver son nom sur le bras à l'aide d'un cutter. Tout le monde fait ça, toutes les nanas font ça quand elles sont amoureuses. Mais il était bien bourré, non? Ouais, c'est pour pas sortir, quoi. Parce que pour pas se réveiller, tu vois. Pour pas sortir qu'il y a un mec qui te charcute le bras. Elle s'appelait comment? Ah, je sais pas son nom. Si, c'est ça, c'est important parce que si c'est un prénom ça va, si c'est Marie, c'est un prénom malgache. Elle s'appelait Imala Tata Gaga. Marie-Françoise de Baron-Laville, qui a été longtemps fiancée à Jérémy Michalak. J'avais pu graver son prénom parce que les bras étaient trop petits. Europe 1, la question politiquement incorrecte. Attention au dérapage. Voilà, vous avez bien compris, pas de mauvaise plaisanterie. Non. Mais là, je vous emmène dans les Pyrénées-Atlantiques, très exactement à la Pierre-Saint-Martin. C'est une station de ski, une station de ski qui innove, puisqu'en avril prochain, dans cette station de sport d'hiver, il y aura quelque chose qui existe dans peu d'endroits. Pour les handicapés? C'est-à-dire un surface pour handicapés? Non, pas un Non, surface. des descentes en fauteuil sur ski. C'est-à-dire une piste pour des fauteuils. Une piste. Les piste. fauteuils roulants, c'est des fauteuils glissants. C'est formidable. Une piste spéciale handicapée. Bonne réponse de Christine Bravo et Titoff. Non, ça c'est bien. En avril prochain, la station va obtenir l'agrément pour les sourds avec des casques pour malentendants qui leur diront par où il faut skier, des moniteurs initiés à la langue des signes. Et la langue des signes avec des moufles, ça doit pas être facile. Ça c'est fini les moufles. Oh le caillot, il a encore ses moufles. On n'a pas des moufles au ski? Tu sais que tu peux mettre des trucs, ça s'appelle des gants, et tu peux mettre tes 5 doigts. Mais même avec des gants, la langue des signes,
Poutine, franchement, c'est pas simple. Bon, voilà, en tout cas, Enfin, bravo. ceci dit, ça fait longtemps que ça existe, les descentes pour handicapés. Saluons en tout cas l'initiative de cette station des Pyrénées-Atlantiques. On ne plaisante pas là-dessus, c'est pas notre genre, hein, Fabrice. Puis c'est vrai, comme il n'y a jamais de neige dans les Pyrénées, de toute façon, ils se feront pas chier. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Le 13 février prochain, on pourra voir Vladimir Poutine à Nice. À quelle occasion? Une compète de judo? Non. La veille de la Saint-Valentin? Non. Oui, ça c'est vrai que c'est la veille de la Saint. Mais ça n'a aucune. Il vient pas avec sa femme pour fêter ça en France. Hein. C'est une fête. Une fête religieuse? Non. Le carnaval? Alors? Oui, c'est le carnaval des fleurs. Et donc? Eh ben, il vient pour. Il vient pas. Au carnaval de Nice. Non, il sera en char. Il sera en citron. La grosse tête de Poutine, ce sera un des chars du carnaval de Nice. Bonne réponse de Fabrice Eboué quand même. Actuellement, les artistes s'activent à Nice pour préparer les chars du carnaval. Ce sera le 125e carnaval de Nice. Et effectivement, on voit une des célèbres grosses têtes qui ressemble, quand je dis grosses têtes, pas celle de l'autre radio, les grosses têtes du carnaval. Et il y en a une qui sera effectivement destinée à Vladimir Poutine. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris celle de Chirac et qu'ils l'ont un petit peu retravaillée. Oui, c'est ça, c'est la même. C'est la crise. Ouais, c'est la crise, ils recyclent. Ils ont recyclé la tête de Chirac en Poutine, n'importe quoi. C'est un Chirac en blond, ça c'est drôle. C'est Chirac, là, regarde le bas du visage, c'est exactement ça. Et l'année prochaine, ils font James Bond, puisque Daniel Craig ressemble à Vladimir Poutine. C'est sympa, les ambiances de carnaval. Mais pourquoi faire Vladimir Poutine? Il y a un motif particulier? C'est la Côte d'Azur. Oui, ça lui appartient maintenant, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, il y a des tas de milliards. Bravo, Titoff, j'avais pas pensé à ça. Il y a des tas de milliardaires russes sur la Côte d'Azur. Rappelons que la femme d'Titoff est russe, donc il est plus au courant de ça. C'est vrai. Ah oui, on comprend mieux. À qui a-t-on dû prescrire 90 jours d'interruption temporaire de travail? Loana. Loana, mais. Loana, bonne réponse. Bravo. Mais quel travail? Mais pour quel travail? C'est la question. Ça, c'est la question à laquelle on n'a pas de réponse. Je croyais que la prostitution, c'était pas déclaré. Ah non, ça c'est pas bien. C'est en tout cas une bonne réponse de Christine Bravo et Fabrice Eboué. Non, c'est pas bien parce qu'on sait pas exactement ce qui lui est arrivé à la pauvre Loana. On n'avait pas de nouvelles d'ailleurs de la gagnante du Loft. Même Stevie nous en donne pas. Je crois qu'il se voit plus. Je crois que c'est fini entre eux. Il est très secret, Stevie. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu d'effraction. Loana Petrucciani, c'est son nom, souffre d'une fracture du nez. On ne sait pas ce qui s'est passé. Des traces de poudre blanche ainsi qu'un liquide contenu dans une bouteille. Ah, je sais avec qui elle était. Non, ce qui me plaît dans ce genre d'article, pour être très précis quand même, c'est que on vous le dit sans vous le dire ce qui s'est passé. En fait, voilà, il faut savoir lire les articles entre les lignes. Entre les lignes, c'est le cas de dire. C'est le mot. Entre les lignes, parce on vous donne tous les éléments pour que vous compreniez à peu près de quoi il s'agit sans vous le dire. Et c'est quand même, alors, soit on fait pas d'article, soit on le dit, quoi. C'est quand même, parce que voilà, par exemple, une amie est venue la trouver, elle a trouvé la porte entrouverte. Loana était un peu délirante et très confuse dans ses propos. Bon, voilà, déjà ça vous met sur une piste. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Voilà. Ça veut dire défoncer en français. Voilà. Après des traces de poudre blanche ainsi que, enfin, dites-le quoi, carrément à ce moment-là. Non. Et puis surtout qui termine en disant que début décembre, elle avait été auditionnée dans le cadre d'une instruction judiciaire portant sur un trafic de cocaïne. Et elle dit qu'elle était convoquée en tant que consommatrice. Donc effectivement, on le dit. On t'a pas dit de la cocaïne. On t'a dit qu'elle avait l'air hagard et qu'il y avait de la poudre blanche. Ça veut rien dire. Très bien. Peut-être qu'elle venait de se réveiller, elle faisait des crêpes, il y avait un peu de farine, c'est tout. Ou alors elle a été cambriolée par un boulanger, n'importe quoi. Voilà, il faut pas non plus. Un marchand de sucre. Pourquoi tout de suite la cocaïne? Faut arrêter. C'est une idée mal placée, Christine. Il a raison, Fabrice. Allez, je vous emmène à New York, tout près de New York, où là-bas, une école, autrefois baptisée Ludlum, ou Ludlum peut-être. Oui, c'est le quartier indien. C'est le quartier indien de New York. Il reste deux Cherokees. Ils sont là. Ils sont seuls. Et cette école porte désormais, cette école américaine porte désormais un nouveau nom. Lequel? Tomahawk. Non. Petit ours qui court dans la prairie. Non. Mais comment est-ce qu'on peut trouver ce nom? Parce que Parce que c'est original, évidemment. Et c'est la première fois qu'une école est ainsi baptisée. Donc c'est le nom de quelqu'un. Obama. L'école Barack Obama, déjà de son vivant. Bonne réponse. Bah oui, c'est original. Ça.
C'est original parce que c'est très rare qu'un président de la République, de son vivant, donne son nom à une école. Je crois même pas, à ma connaissance, qu'il y a une école, même Jacques Chirac aujourd'hui, alors qu'il est encore vivant, ou même une école Giscard. On ne compare pas Jacques Chirac à Obama. Oui, mais même une école Giscard d'Estaing, il n'y en a pas. Je le regrette. Non, mais il y a pas, c'est comme s'il y avait une école Nicolas Sarkozy, vous voyez. C'est quand même, non, mais c'est quand même. Ça viendra, ça. C'est quand même étonnant qu'il y ait une école Barack Obama, alors qu'il vient à peine. Ceci dit, une boîte de nuit Sarkozy, ça serait pas mal. Oui. Non, bah, enfin voilà, ça méritait quand même d'être signalé. Une école qui porte le nom du président américain, une école élémentaire. François Mitterrand, il y a pas de lycée ou de bibliothèque. Il y a bibliothèque. Il y a peut-être quand même déjà une école ou un lycée François Mitterrand. Chirac aussi, sûrement. Non, il y a un film sur camping. Qui étaient réunis, ils étaient 1300 hier matin au théâtre Mogador à Paris. Des manifestants? Non. Oh, on peut pas dire ça, non. Non, la troupe d'une comédie musicale. Non, c'est l'inverse, ça doit être le MEDEF alors. C'était le MEDEF, les patrons 1300 chefs d'entreprise. Bonne réponse de Jérémy. C'est bien qu'il trouve un peu Jérémy, parce que je trouve que c'est le moment que tu n'avais pas trouvé il sert à rien. Alors pourquoi au théâtre Mogador? Où était le Roi Lion? C'était là le matin. Le Roi Lion, ça se joue pas pendant toute la nuit jusqu'au matin quand même. Et après, la séance du Roi Lion était interprétée entièrement par la troupe du MEDEF. Et voilà, même Parizeau qui faisait le facochère, je crois. Voilà, et elle le fait bien. Elle a été coachée par Christine. C'était l'Assemblée. Ça, c'est drôle. C'était l'Assemblée Générale annuelle du MEDEF. Et surtout, ce qui faisait réagir les chefs d'entreprise hier, c'était, et voilà pourquoi j'ai posé la question après l'histoire de l'école Obama, c'était la décision du président américain de limiter à $500 000 annuels la rémunération des patrons d'entreprise aidés par l'État. C'est une grande première, quand même. J'ai vu d'ailleurs que notre président à nous s'est bien gardé de. Ouais, mais ils ont peur de faire la même chose. Ils ont peur, les chefs d'entreprise, parce qu'ils se disent, français en tout cas, et c'est ce dont ils ont parlé hier matin au théâtre Mogador, ils ont dit, si jamais Sarko fait comme Barack Obama, vous vous rendez compte, c'est terrible, c'est à nous de fixer les salaires, on ne doit pas plafonner nos salaires, mais après tout, c'est gonflé, et étonnant quand même que Barack Obama décide de ça, et dise, voilà, c'est fini, à partir du moment où une entreprise reçoit de l'argent du gouvernement, de l'État, les salaires des patrons doivent être plafonnés. Mais ils auront des stop auctions, hein. Alors, le seul problème de ça, c'est ce que raconte Pascal Gibernet dans Le Parisien aujourd'hui, c'est que certains traders vont gagner plus d'argent que leurs patrons. C'est vrai que c'est le vrai scandale, c'est celui des traders, hein. Parce que ce sont ceux-là qui ont, étant donné qu'on leur donne la prime, on leur donne de l'argent sur les opérations qu'ils font et sur les opérations les plus folles et les plus risquées, la prime de risque, s'il vous plaît, bien évidemment, ils vont toujours tenter des opérations risquées. Et c'est eux qui ont déclenché. C'est ça qui a déclenché. Et tu crois qu'avec les chroniqueurs, ça peut être possible? Oui, on pourrait le faire, hein. Putain, une prime à la bonne réponse. C'est ça. Non, mais franchement, c'est pas loin, hein. Si je vous réunis tous, vous avez mon salaire. Voilà, c'est exactement ça. Une chanteuse australienne qui s'appelle Mickey Green et qui nous chante une chanson extraite de son premier album White T-shirt. Mickey Green. Monsieur Jean-Claude Guial, député maire UMP de Menton, vient de déposer une proposition de loi à l'Assemblée. Une proposition de loi contraignante. Contraignante pour qui? Pour les Bogdanov. Non. Il vise à contraindre certaines personnes de faire quelque chose de très précis. Quoi? Comment il s'appelle? Redis-nous le nom. Jean-Claude Guial, mais son nom, peu importe, vous le connaissez pas. C'est le maire? C'est le député maire de Menton. D'accord. Il est de droite? UMP. Ah oui. Mais c'est spécial parce qu'il est de Menton, ça s'explique ou ça pourrait être dans n'importe quelle région? Ça pourrait être dans n'importe quelle région. C'est en rapport avec la mendicité? Non, pas l'écologie. Non. L'hébergement? Attention, hein, c'est une proposition de loi signée de ce député maire, mais pour l'instant, ni le gouvernement ni le groupe UMP, soyons précis, eux n'ont inscrit cette proposition à l'ordre du jour du Parlement. C'est pas juste pour sa ville, c'est pour toute la France. Ça concerne peu de personnes finalement. C'est contraignant. Mais c'est contraignant. Mais c'est bien pour tout le monde. C'est pour les personnes. Ce sera à vous d'en juger. C'est pas. À mon avis, c'est pas très important, mais certains pensent que c'est important. Les voitures? Non. Est-ce que c'est ce genre de choses de interdiction, couvre-feu pour les enfants de moins de 12 ans? Non, rien à voir avec. C'est lié à l'immigration? C'est pas lié à l'immigration, mais quelque part, il y a un lien.
C'est lié au comment on appelle les copies qu'on appelle ça déjà, les contrefaçons? Non, du tout. Ah, c'est pas cette histoire de dénoncer de dénoncer. Vous avez pas vu gens ça? qui emploient les gens quand tu dénonces ton passeur, en fait, ça c'est Eric on te Besson, donne une carte de séjour. Rien à voir. Ça, c'est une autre question que je vous poserai plus tard. Ah cool. Notez la réponse dans un coin. Est-ce que ça a à voir avec le voile, le port du voile? Du tout. Ah non, on est très loin là. C'est beaucoup plus quand même la planche à voile. Avec le travail. Plus anecdotique déjà que ça. Si vous trouvez dans quel domaine? Les maillots. On est dans la carte de séjour ou pas? Du tout. Non, on est dans la culture. On est sur la plage. Non, non plus, non. On est sur une belle connerie, non? Non. Est-ce que ça touche à l'industrie alimentaire, l'alimentation? Non, mais d'ailleurs, peut-être même que ce week-end, vous vous direz en regardant la télé, tiens, après tout, peut-être qu'il a raison, le député de la UMP de Menton. Puis d'autres diront, de toute façon, on s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fiche. Ça a à voir avec la télé? Non, mais je vous ai dit... C'est en le voyant à la télé. Ce week-end, précisément, si vous regardez la télévision, vous direz, la tiens, pub. Voilà pourquoi... Ça a un rapport avec la pub. Non. La pornographie? Non. Michel Drucker. Non. Avec le sport? Avec le sport. Ça y est, voilà une bonne question. Ça a un rapport avec le sport. Il y a quoi? Il y a un match de rugby. Alors c'est contraignant pour les sportifs? Pour certains sportifs. Ça se passe dans les stades. Alors je vais vous aider. Ça a un rapport avec le dopage? Ça se passe dans les stades et c'est contraignant pour certains sportifs. Je vais vous aider, Isabelle, qui eux, pour l'instant, ne le font pas. Mais pour ceux qui le font, ce sera pas contraignant. Ça c'est extraordinaire. Alors attends. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. L'hygiène? Non. Ils sont obligés de se laver avant, après les matchs. Mais non, faut écouter. Et ça c'est extraordinaire cette question. Il y a des choses que certains sportifs font, et lui propose que ce soit obligatoire pour tous. Voilà. Chanter la Marseillaise. Chanter la Marseillaise. Bonne réponse de Christine Bravo. Et oui. Il faut connaître la Marseillaise par cœur, quoi. Voilà. Cette proposition de loi viserait à contraindre tous les sportifs évoluant en équipe nationale à chanter la Marseillaise sous peine d'exclusion. Voilà. Ils font semblant, puis voilà. Puis le mec il chante pas, là, ils arrivent, tout le staff qui arrive, il est viré direct, il fait même pas le match. Non, mais alors attends, parce que ce qui est drôle, c'est qu'il va y avoir donc des gens qui vont venir vérifier que vous connaissez la Marseillaise. Allez hop, toi, viens ici, chante-moi la Marseillaise. Deuxième couplet. Quand on est à l'école primaire, on montre aux enfants les paroles de, enfin peut-être un peu plus haut que primaire. On montrait à mon époque les paroles de la Marseillaise. 1790, 1780. Ouais, mais moi ça me choquait pas et ça me choque pas. Le patriotisme ne me choque pas, le nationalisme, oui, mais ça me choque pas. Oui, mais moi ça me choque pas. Ça me choque quand c'est obligatoire. Donc vous êtes plutôt favorable à cette loi, Christine? Oui, franchement. Eh bien, vous allez nous chanter la Marseillaise avant le flash de 17h. Nous vous écoutons. Non, je vais pas chanter la Marseillaise. Bon. Mais est-ce qu'au moins je suis pas dans l'équipe de France. Oui, je connais les paroles. Christine, et nous, en Espagne, on n'a pas de paroles à notre hymne. Christine, la France. À notre hymne, à l'hymne national. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit notre hymne. Non, pardon, je retire. Christine, la patriote. Elle veut faire chanter la Marseillaise aux sportifs et elle dit que l'hymne espagnol, c'est son hymne à elle. Christine. Quand on est dans l'équipe de France, me semble-t-il, effectivement, et puisque le stade chante la Marseillaise, moi j'ai toujours un frisson quand parce qu'il fait froid souvent dans les stades en même temps. Non, moi j'ai fait les Jeux Olympiques à Atlanta. T'as commenté les Jeux Olympiques. Dans quelle catégorie? Non, mais justement, quand la délégation française passe avec et que les gens chantent la Marseillaise, ben moi ça me fait frissonner. Oui, mais est-ce que tu crois pas que justement ça te fait frissonner parce que c'est quelque chose de spontané, tu vois? Est-ce que tu crois pas que si c'est obligatoire, ça arrête tout ce côté romantique? Ouais, on devrait remplacer la Marseillaise par 1000 colombes, hein, franchement. Parce que, non. Ah si, ce serait mieux. Par exemple, nous, l'équipe du Cameroun, on chante le Roi Lion. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Titoff, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué et au téléphone, deux auditeurs qui, je l'espère, pour un des deux en tout cas, va enfin gagner. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu un auditeur gagnant pour notre filet garni. J'espère que ce sera votre cas, Émilie ou Joël. Je commence par Émilie. Bonjour. Bonjour. Vous habitez Saint-Denis? Tout à fait. Voilà. Comment on appelle d'ailleurs les Dionysiens, les habitants de Saint-Denis? Exact. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Émilie? Je m'occupe de mon bébé pour l'instant. Quel âge? 3 mois. Oh, bravo les bouilles. Avoir un body, hein. Oh oui, alors. Christine Bravo est déjà en train de tricoter le body que vous recevrez si vous gagnez contre Joël, qui lui nous appelle. Écoutez bien, vous n'allez pas en croire vos oreilles, il nous appelle depuis Bogota, en Colombie.
On peut lui demander des... On l'a en ligne. Bonjour Joël. Bon après-midi. Qu'est-ce que vous faites à Bogota en Colombie, Joël? Bah, devine. Oh, ça se dit pas, Laurent. Depuis quand t'as pas dormi? Étudiant en échange universitaire. Étudiant en échange universitaire. Ouais, bien sûr. Mais en échange, de combien de millions? Dans le pays le plus dangereux du monde, hein, quand même. C'est assez louche ton histoire. C'est vous qui avez choisi la Colombie? En fait, je suis à Sciences Po Paris, option Amérique latine. On vous entend pas forcément très bien parce qu'évidemment la ligne est mauvaise, si j'ose dire. Mais en tout cas, c'est génial d'être là-bas à Bogota et vous nous écoutez sur podcast. Sur podcast, évidemment. Est-ce que la vie est dangereuse à Bogota comme on le dit souvent? Non, en fait, il y a moins de meurtres à Bogota qu'à Rio de Janeiro. Ah ouais. Il vaut mieux être à Bogota qu'à Rio de Janeiro. Bon bah voilà une information au passage. Et est-ce qu'il vaut mieux être à Bogota qu'à Saint-Denis, Émilie, à votre avis? Je pense pas, non. Émilie contre Joël. Attention, la question n'est pas facile et j'ai fait exprès de choisir une question pas facile pour que justement les auditeurs aient une chance contre les chroniqueurs afin que la réponse ne fuse pas automatiquement. Attention, écoutez bien. Qu'est-ce qui, au départ, est inspiré d'une pièce de bois taillée constituant une partie de la charpente d'une toiture, vient de changer de forme? C'est Julien Lepers ou Laurent Ruquier qui me parle là, parce que je suis plus trop... Écoutez bien, c'est facile en fait. Qu'est-ce qui au départ est inspiré d'une pièce de bois taillée constituant une partie de la charpente d'une toiture de section rectangulaire, disposée dans un intervalle de 60-75 cm afin de recevoir la sous-toiture, et je suis plus précis. C'est Monsieur Bricolage. Et qui vient de changer de forme. Ça se passera en France ou pas? Oh, ça se passe en France, oui, c'est français. Le colombage? Non. C'est quoi? C'est la poutre? C'est très précis, la question que je vous pose. Est-ce que c'est de l'ordre de la croix ou un truc, un objet symbolique? Et quelle forme ça avait avant? Rectangle. C'était rectangulaire. La forme reste quasi la même, mais ça a un peu changé. La forme a un peu changé. Les chevilles. Mais attends, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on connaît le truc Et attention, je veux une réponse précise. Qu'est-ce qui, au départ, est inspiré d'une pièce de bois taillée, constituant une partie de la charpente d'une toiture de section rectangulaire, et qui vient de changer de forme? C'est la cheminée? Non. C'est sûr que ça a un lien avec l'actualité. Ça a un lien avec l'actualité, évidemment. Bernard Kouchner? Ramayad? Rachida? Les talonnettes de Sarkozy? Ça a un lien avec une partie de l'actualité, oui, une actualité qui n'est pas une grosse actualité politique, évidemment, mais c'est dans les journaux aujourd'hui. C'est un rapport avec la crise? C'est la fin de Julien Courbet? Non. Enfin, de l'émission de Julien Courbet? Non. Truc sur les Vous arnaques? êtes très très loin. On est bien d'accord que c'est un objet qu'on achète? Non, pas du tout. Mais c'est un truc qui va changer un objet, de forme. c'est quelque chose de symbolique. Je vous ai dit qu'au départ, c'était inspiré Donc c'est symbolique. D'accord. d'une pièce de bois taillée constituant une partie de Une la figure. charpente d'une toiture et que ça vient de changer de forme. Alors un c'est pas symbole? une tuile. Qu'est-ce qu'il y a sur C'est les un toitures? symbole, c'est un... Ah, je Une sais. girouette. Non, je sais. C'est le logo Citroën. Le logo Citroën. Le quoi exactement? Le chevron. Le chevron Ah, du logo ouais, Citroën. ouais. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah là, t'as été Il est bien, le petit là. Bravo. Alors là, écoutez, après on va dire que on ne laisse pas le temps aux auditeurs. On a laissé 48 minutes là. Non, c'est trop tordu. C'était dur, là. Comment ça, c'est trop tordu? Oui, c'est Citroën change de logo, c'est dans toute la presse aujourd'hui. Le logo de Citroën, ce sont les fameux chevrons. Faut le savoir. Ça devient quoi alors? Et le chevron, c'est une pièce de bois taillée constituant une partie de la charpente d'une toiture de section rectangulaire disposée dans un intervalle de 60-75 cm afin de recevoir la sous-toiture sur laquelle sera installée la couverture d'une maison. Le chevron est aussi le logo choisi par Citroën et effectivement, il change un peu de forme, le chevron là, Citroën. Oui, là, il boomerang, ressemble, là. oui, il ressemble à un boomerang, boomerang, là, cette fois-ci. Oui. Ah non, Il est un mais peu australien, là, tout d'un coup. C'était oui. trouvable, Émilie, hein? Oui, mais c'est pour la nouvelle DS. Non, parce qu'il n'y aura pas de nouvelle DS. DS, ce sera l'appellation de tout... les catégories luxe des différents modèles. De toute la gamme de luxe D'accord. des différents modèles Citroën. Et puis il n'y a pas de question rattrapage. Et non. Mais il est trop fort, Michalak, là. Ah bah, ça c'est joujou. Hein, ça. Quelqu'un qui s'ennuie dans la vie avant tout, hein, je vais te dire. Ah Joël, c'est... Pour la trouver, celle-là de réponse, il faut vraiment rien avoir à foutre. Quoi. C'est ça. C'est vraiment, faut lire la presse du matin au soir. Pas avoir de meuf. Non, faut C'est même l'onanisme, avoir- tu peux pas pratiquer là. Hein. faut avoir les faveurs du patron, enfin tout ça. Ah non, enfin écoutez... Aucun rapport. Aucun rapport. Et vous pensez bien que dans ma vie quotidienne à Bogota, le changement du logo de Citroën doit avoir beaucoup d'impact, j'imagine. On vous remercie Joël. On a le temps de passer un coucou à Profitez-en, vos amis. bien sûr.
Donc, je salue Lucille et Roberto qui doivent certainement nous écouter. Eh bien, on les salue de votre part. Émilie, on vous embrasse à Saint-Denis et bravo quand même à tous les deux. Europe 1. La question insolite. Que Christine Bravo va mettre 20 minutes à comprendre. Qui est toujours numéro 2 alors que celui qui était son numéro 1 est devenu son numéro 3? Oh, c'est mieux que les chevrons. Bon. Alors, c'est du sport. Là, j'ai bien bossé aujourd'hui. Ah, c'est très drôle. Qui est toujours numéro 2 alors que celui qui était son numéro 1 est devenu son numéro 3? Joujou. Ah non, Est-ce que c'est du tennis. sport? C'est le tennis? C'est pas du tennis. C'est de la politique. Est-ce que c'est du sport? C'est du sport. C'est de la Formule 1? Non. Est-ce que c'est un truc de dopage? C'est-à-dire le premier a été déclassé parce qu'il a été non. On peut répéter la question? Qui est toujours numéro 2 alors que celui qui était son numéro 1 est devenu son numéro 3? Qui est toujours numéro 2 alors que celui qui était numéro 1 est devenu son numéro 3? Donc c'est un sport individuel. Ce n'est pas un sport individuel. C'est du vélo, c'est du cyclisme. Ce n'est pas du vélo, ce n'est pas du cyclisme. Football? C'est du football. C'est les numéros des maillots. Non. C'est l'équipe de France? C'est lié à l'équipe de France, entre autres. C'est les gardiens de but? Les gardiens de Les but? gardiens de but. Alors la question c'est qui est toujours numéro 2 alors que celui qui était numéro 1 C'est le gardien est devenu son numéro 3. de Lyon, comment il s'appelle C'est celui de Toulouse qui est passé numéro 1? Mandanda, il est quoi? Alors, Mandanda, il était numéro 1. Ça veut dire qu'il est passé La numéro 3. question c'est qui est toujours... Lloris? Écoute, Mandanda est passé numéro 3. On est d'accord, il était 1, il est passé 3. Non. Oh là là, mais vous, Bah non, bah vous c'est êtes, lui, alors, vous, il est vous deux. êtes vus tous les deux là. Non mais c'est lui, il est deux Mais alors. vous êtes là et tout. Dites-moi un nom et je vous dirai oui ou non. Mandanda est 2. Mandanda était 2, il est toujours 2. Non, Mandanda était 1. Alors bonne réponse de Fabrice Eboué, effectivement. C'est-à-dire? Et donc le chevron est numéro 1. Qui est toujours numéro 2 alors que celui qui était numéro 1 est devenu numéro 3? Ouais. Son numéro 3. J'attendais une bonne réponse de la part de Titoff parce que tout ça est très marseillais. Bon, je vous explique. Raymond Domenech, le sélectionneur de l'équipe de France, Ouais. vient de décider de prendre en numéro 3 Carasso, qui est aujourd'hui gardien de Toulouse, mais qui fut numéro 1 à Marseille quand Steve Mandanda était son numéro 2. Donc, qui est toujours numéro 2 aujourd'hui en équipe de France? C'est Lloris. Non, Mandanda. Mais Mandanda, il était numéro 1 en équipe de Non, France. c'est Lloris le numéro 1. Non, mais il a été longtemps numéro 1, Laurent. Vous avez peut-être raison, Mandanda est numéro 1. Mandanda est numéro 1. Non. La question s'annule, j'avais trouvé. Ah, peut-être vous avez Parce que raison. c'est Lloris le numéro 2. Mandanda, il est En plus, c'est une question qui est mauvaise. Ah, j'y crois pas. Vous comprenez la question, Isabelle? Oui, Alors, moi, j'ai compris la question, mais j'ignorais totalement qu'il y avait plusieurs gardiens de but dans un but. Maître Galibert. Je pensais qu'il y en avait qu'un, moi. Vous voyez. Ah, c'est drôle, ça. Mais moi, je suis... Maître Là, Galibert. les Argentins, ils risquent pas de nous marquer un but, là. Bon, en tout cas, ça se passe à Marseille, le match, ce week-end. Oui. Et c'est peut-être pour ça aussi que Raymond Domenech a sélectionné Mandanda, qui effectivement est un ancien gardien. Non, Carasso. Carasso, un ancien gardien marseillais. Donc c'était une mauvaise. Donc la question était mauvaise. J'ai rien compris. Non, mais... Le numéro 2, Philippe c'est Bouvard Lloris. reste numéro 1. Pourtant, il a été un temps ici numéro 3. Hein. Il était même pas remplaçant. C'est Europe numéro 1 toujours ici quand même. Hein. France-Argentine à Marseille et effectivement le portier toulousain Cédric Carasso est un ancien Marseillais qui vient d'être sélectionné par Raymond Domenech. Il a été numéro 1 à Marseille quand Mandanda, qui est aujourd'hui numéro 1 dans l'équipe de France, était son numéro 2. C'est ça que j'aurais dû dire en fait. Hein. Bon, mais continuons. Ah non mais c'est Oui, ça. oui, On est bien ça. clair. On est bien clair. Là, est-ce que vous comprenez mieux la Christine? Non, tu sais ce que tu devrais dire là? C'est bonne réponse de Titoff. Ah ouais? C'est le moment de dire ça, je crois. Non, on ne peut pas dire ça. Non, mais c'est vrai, dans cette période de crise, c'est vachement important, moi je trouve. Je vous emmène en Égypte maintenant, ou plutôt c'est notre ami Philippe Alfonsi qui nous emmène en Égypte, où était caché... C'est pas un beau voyage. Hein. Où était caché... Oh, quand même, l'Égypte c'est un beau voyage. Ah oui, mais enfin là, c'est pas pour parler d'un beau voyage. Vous allez nous parler d'Aribert Haim, décédé au Caire en 92. Ouais, Albert Haim. Bon, Albert Haim... C'est contesté ou pas là? Mais non, pas du tout. Un ancien nazi caché en Égypte. Albert Haim, c'était sans doute un des nazis les plus sinistres, les plus perfides, les plus affreux qui aient existé, et un de ceux qu'on recherchait partout. Et en effet, la ZDF et le New York Times, qui après quelques mois d'enquête, ont réussi à prouver qu'il était mort il y a maintenant 17 ans, tranquillement, au Caire, en ayant changé d'identité bien évidemment, et en s'étant converti au passage à l'islam. Bon voilà. Donc ce type-là, c'est vraiment, on l'appelait le docteur de la mort. Il partageait avec son alter ego à Auschwitz, Mengele, il partageait ce joli surnom. Le docteur de la mort, c'est un Autrichien
je vais vous donner son signalement parce que c'est exactement la caricature du nazi. Hein. Il a 1m90, il a les yeux bleu acier, il a une petite cicatrice dans la commissure des lèvres qui est le souvenir d'un combat à l'arme blanche qu'il a fait quand il était étudiant. Et cette espèce de salopard qui était médecin a adhéré au parti nazi bien avant même que Hitler n'annexe l'Autriche. Bon, vous voyez, c'est donc un type, il croit vraiment, ce salopard, à la race des seigneurs, il y va et hop, bon. Et puis, il ne passe que 7 mois au camp de Mauthausen. Et pendant ces 7 mois, ce type fait les choses les plus immondes qu'il soit possible d'imaginer. Il a traité particulièrement des déportés juifs, des Russes et des Espagnols qu'il avait, des républicains espagnols qui avaient été déportés à Mauthausen et qu'il avait surnommé El Banderillo. Sa spécialité, c'était le poison. Et il testait sur les prisonniers le poison, chronomètre en main, pour voir combien de temps ils mettaient à mourir. Son autre spécialité, c'était l'éviscération. Sans anesthésie, s'il vous plaît. Toujours chronomètre en main, pour voir combien de temps un patient mourrait quand on lui retirait un organe. Voilà le monstre qu'était cet Albert Heim. Figurez-vous quand même que ce type, ça c'est le plus scandaleux de tout, en 1945, il est arrêté par les Américains. Il passe 2 ans en prison. Et en 47, il le relâche. Alors que les autres médecins de Mauthausen, et même le fameux infirmier qui chronométrait avec lui, ont été exécutés. Il est relâché. Pourquoi? Il est relâché parce que, sans doute, il se met à la disposition des Alliés, qu'il leur donne des informations. Dans quel contexte? Eh ben, dans le contexte de la guerre froide qui commence, où tout d'un coup, être nazi, ma foi, c'était moins grave que de se battre contre les communistes, et c'était moins grave, d'ailleurs chez les communistes pareil, que de se battre contre les Américains. Donc, à cette époque-là, on débauche des nazis, enfin, on les débauche, on passe l'éponge, et, Barbie qui est exfiltré, qui est utilisé par les services secrets américains. Eh bien, ce monsieur, c'est pareil. Il arrive à sortir de prison en 47, alors qu'il a fait ce que je viens de vous raconter, et il s'installe tranquillement comme gynécologue à Baden-Baden, jusqu'en 1962. C'est un des notables de la ville. Il joue au tennis. Il est très connu. Et voilà. Sous un autre nom? Sous son nom. Albert Heim. Et jusqu'en 1962, là où la police se réveille et quand même se met à ses trousses, bien évidemment, comme il a des amis haut placés, qui fait partie de la bonne société, on le prévient et il se sauve. Alors on l'a cherché dans le monde entier, on l'a cherché en Amérique latine, on l'a cherché en Espagne, on l'a cherché partout, mais en réalité, il était au Caire, on vient de l'apprendre maintenant, et savez-vous comment il a réussi à financer cette cavale de 50 ans, parce qu'il s'est quand même resté 50 ans là-bas? Eh bien parce que ce monsieur avait acheté un immeuble à Berlin et touchait les loyers. C'est sa sœur qui touchait les loyers et qui l'envoyait l'argent au Caire, donc via l'Espagne. Et autre petit détail quand même croustillant, comme ancien de la Wehrmacht, n'est-ce pas, avec les états de service dont on vient de parler, eh bien il touchait jusqu'à aujourd'hui une retraite. Confortable retraite qui lui permet d'avoir un compte en banque en Allemagne aujourd'hui de plus d'1 million d'euros. Et c'est ses enfants maintenant qu'on a enfin dit qu'il était mort, vont pouvoir toucher cette jolie somme. Moi j'ai juste un regret, c'est que Williamson, là, vous savez le connard là, c'est dommage qu'il l'ait pas rencontré. L'évêque négationniste. L'évêque négationniste. C'est dommage qu'il l'ait pas rencontré, ce cher Albert Heim. Il aurait pu lui confirmer qu'il y avait des camps d'extermination et toutes les horreurs qu'on y faisait. Oui, c'est dommage. Disparu d'Allemagne de l'Ouest en 62 à la veille de son procès, Haribert Heim, c'est son prénom. Haribert serait resté caché en Égypte près de 30 ans et on apprend donc sa mort cette semaine. Voilà pourquoi on vous en a parlé. On se retrouve après la pub. La question d'Europe 1 Soir présentée par Wendy Bouchard et Patrick Cohen. Nicolas Sarkozy vous a-t-il convaincu hier soir? 01 42 32 14 14 ou europe1.fr pour vos témoignages. Catherine Ney d'Europe 1, Denis Muset, sociologue et directeur de l'Institut Médiascopie, Emmanuel Le Chypre, rédacteur en chef de l'Expansion, sont les invités d'Europe 1 Soir à partir de 18h. Et tout de suite, on va se gêner avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. C'est malin, je vois le thème de votre sujet tabou du jour, ou plutôt de la semaine, puisque chaque vendredi vous nous proposez un thème tabou dans l'histoire de la chanson. Là, en pleine crise, au moment où on dit que les Français sont pas très optimistes, où ça va mal, où on a plutôt besoin de rigoler. C'est pour ça qu'on fait des efforts, nous, l'après-midi, pour tenter de redonner un peu de bonne humeur à tout le monde. C'est ce que vient de faire Philippe Alfonsi. Vous choisissez les chansons suicidaires. Parce que c'est vrai.
Je peux pas parler de sexe à chaque fois, donc dans les tabous, ben oui, en plus ça tombe bien, c'est la semaine de la prévention du suicide. Serge, vous avez choisi donc ce thème du suicide, bizarrement pas mal interprété quand même par certains chanteurs. On va d'ailleurs, écoutez bien, entendre Charles Trenet parmi les 11 chansons, parce que vous nous expliquez bien, Serge, que la chanson « Je chante » n'est pas du tout une chanson optimiste. C'est au contraire une chanson très pessimiste. On va entendre Bobby Lapointe, Antoine, Gilles Langoureau, Mylène Farmer, mais c'est pas sa voix, elle, vous entendrez Alain Souchon qui reprend Une belle journée de Mylène Farmer, Damien Seize, Clotilde Courreau, Arlette Téphanie, c'est une chanson de Boris Vian, Gribouille, et c'est qui ça, Claire Diterzi? Elle a repris une chanson de Damia. Cette chanson Sombre Dimanche, qui a été écrite dans les années 30, a provoqué une vague de suicides sans précédent en Europe. On écoute tout ça. Une femme s'est donné la mort en s'ouvrant les veines dans son bain avec un vieux couteau à pain parce qu'elle ne pouvait plus rien payer. Je vais mourir demain au poteau de la gare, fusillé par un train au champ des rails noirs. Je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert, alors tu reviendras, mais je serai partie. Des cierges brûleront comme un ardent espoir. On les a trouvés se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins, remplis de soleil. On les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé. Allez, finissons-en et laissons s'accomplir. Le firmament plongeait dans l'infini. Je vais me coucher, mordre l'éternité à l'en pleine. C'est une belle journée, je vais me coucher, voir des anges à mes pieds, et je vais me coucher. Je veux mourir, parce qu'il paraît que là-haut, ça baise, ça fume, ça bouffe, ça tend la bite. Je le laisse tout seul, achever son suicide. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit. Il suffit de tourner un robinet, sa main tremble, les enfants dorment à côté. Il ne se sent plus jamais réveillé. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort. Bobby Lapointe pour terminer ces sujets. Ah, c'est sûr que si t'écoutes des musiques des années 30, t'as envie de te suicider. Hein. Non, parce que Fabrice Eboué disait, il y a des tas de chansons plus modernes qui parlent aussi du suicide. Bah, d'abord, il y a The Cure que t'aurais pu mettre, qui est quand même en matière de suicide la référence absolue pour les jeunes, hein, j'entends. Tout le monde comprend pas l'anglais, tu vois. Bien sûr. Il y avait Doc Gineco, sinon, qui avait fait Nirvana il y a quelques années. Ouais. Je pense que Damien Seize, c'est pas si ancien que ça. Oui. C'est un peu con parce qu'en plus, avec les auditeurs qui a gagné Europe 1, tu vois. Et puis Charles Trenet a pris cette chanson-là, mais toutes ces chansons donnent envie de se suicider, moi je trouve. Et moi, au contraire, je suis très touché d'avoir appris que effectivement ce Je chante était post-mortem. Je ne le savais pas. Évidemment, il la chante sur un air très très gai. Oui. Je chante. Mais ça veut dire que quand on est mort, ça va mieux. Il y a de la joie. Bonjour les Irlandais. Serge, aujourd'hui, vous n'avez pas de chanson flash, mais à la place, vous nous proposez un ténor qui chante du Claude François. Je comprends pas bien, brièvement. Ah, je trouve ça amusant. C'est sur notre site Désastre où nous récupérons des trucs un peu loupés. Mais ça, c'est pas loupé du tout. C'est une interprétation d'Alexandrie Alexandra en lyrique et je trouve ça très original. C'est parti. J'ai plus l'appétit qu'un barracuda. Alexandrie, Alexandra. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie
C'est très drôle, Serge. Génial. Très drôle. C'est génial. Ah, c'est très très drôle. Il y a le lundi au soleil ou pas? Ah, c'est ça. Lundi au soleil. Si on peut arriver à trouver toute la discographie de ce monsieur, on risque de s'amuser. Génial. C'est beaucoup mieux que ce que tu fais d'habitude, en tout cas. On vous dit à lundi, Serge. Merci. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine, c'est pas un auteur inconnu. Attention, c'est Philippe Djian qui publie Impardonnable, le dernier Djian publié chez Gallimard. Alors, là, ça vaut le coup d'avoir votre avis aux uns et aux autres. J'ai envie peut-être de commencer par Christine, tiens, allez. C'est un écrivain, il a 60 ans, il est marié, il est remarié avec une femme, et on apprend au long de l'histoire qu'il a déjà été marié, qu'il a eu donc une femme et 2 filles, dont une est morte dans un incendie avec sa première femme donc, et la fille survivante qui s'appelle Alice a disparu. En fait, quand le livre commence, cette fille, il l'attendait chez lui et sa nouvelle femme. Et en fait, ce sont que les 2 filles d'Alice qui arrivent et la maman a disparu. On ne sait pas où elle est passée. J'ai rien compris. C'est un bon résumé. Entre le chevron tout à l'heure et le résumé maintenant, moi je suis complètement perdu. Donc sa femme numéro 2 est passée numéro 3. C'était pas mal. C'est-à-dire qu'arrivent au domicile, si j'ai bien compris, les 2 petites filles sans leur maman, c'est bien ça? Sans la mère. Voilà, absolument. j'ai bien compris. Elle a disparu et tout le livre, et c'est pour ça, c'est très difficile de vous le résumer parce que on va apprendre petit à petit en avançant dans l'histoire et dans la recherche de sa fille survivante qui a donc disparu, toute l'histoire de ce mec. Moi, je vais laisser la parole à mes copains. Moi, je suis inconditionnel de Djian depuis toujours. Et à chaque fois, je dis, il faut lire tous les livres d'un écrivain qu'on aime. C'est toujours jubilatoire. Pour moi, le thème, c'est évidemment pas l'histoire d'un père qui a perdu sa fille. Pour moi, c'est la difficulté d'écrire. Et la difficulté d'un mec de 60 ans à vivre. Hein. Voilà, c'est Djian, comme d'habitude. C'est bien. C'est Djian, il bande plus, il a du mal à écrire. Et surtout, il raconte, hein, alors, quand on suit Djian depuis toujours, on voit ça a été un étalon, il aimait la baise, et là, on sent, putain, cette espèce de vieillesse accablante qui tombe dessus à 60 piges. Merde, quand même, 60 piges, c'est pas vieux. J'ai envie de lui dire. Le Viagra, quoi, surtout. Voilà. T'as raison. Et pour moi, j'y ai vu surtout une ode à l'écriture. Hein. Écrire un roman requérait tant d'énergie que tout le reste passait au second plan. Rien n'était plus dur que d'écrire un roman. Aucune besogne humaine ne réclamait autant d'efforts, autant d'abnégation, autant de résistance. Et ces choses comme ça, aucun peintre, aucun musicien n'arrivait à la cheville d'un romancier. Tout le monde le sentait bien. Alors il prend comme modèle Hemingway qui, pendant toute son œuvre, n'a fait que ça, dire ça. Je vous conseille de relire Les Neiges du Kilimandjaro. Les difficultés d'un vieil écrivain qui meurt sur les pentes du Kilimandjaro parce qu'il peut pas écrire. La question c'est, est-ce que c'est un bon Djian? Ah ouais, j'adore ça. Isabelle Motro. Alors, contrairement à Christine, moi je n'aime pas tout ce que fait Djian. Et j'avais été un peu déçue par les précédents, cette espèce de grande série un peu pour la télé. Enfin, il revendiquait lui-même d'avoir fait une sorte de série pour la télé. L'idée était pas mal. Mais alors, celui-là est extraordinaire, quoi. C'est un roman formidable. Moi, je trouve que effectivement, c'est sur l'écriture, la difficulté de l'écriture. Mais ce qui m'a frappé, c'est moins le sujet. Pour moi, c'est plus effectivement le pardon. Comment est-ce qu'on peut pardonner ou pas? D'ailleurs, c'est le titre, impardonnable. Certaines cruautés qu'on vous fait. Et puis aussi la perte. C'est-à-dire que ce type, il a quand même une vie. Je vais pas vous raconter en détail parce que c'est dommage de pas le découvrir en le lisant. Mais il traverse des épreuves qu'on penserait insurmontable et lui-même pense que ça va être insurmontable et il raconte comment justement grâce à l'écriture mais pas que il arrive à comment on fait quoi pour vivre tout simplement. On est triste. Alors voilà, le problème c'est que c'est pas un roman qui file la pêche. Décidément, alors là on est dans une série alors. Mais en même temps, c'est pas non plus quelque chose qu'on a envie de laisser tomber. Je vais lire le dernier bouquin de Mousse Diouf moi alors. Non, vraiment c'est un excellent roman. Philippe Alfonsi. Oui, c'est le pardon, c'est tout à fait étonnant d'ailleurs dans ce livre parce que il ne pardonne pas. Je vous raconterai pas il ne pardonne pas la seule fille qui lui reste d'un grand amour qui s'est fini très très tragiquement. Il lui pardonne pas quelque chose que nous ne raconterons pas là. Mais en revanche, il va pardonner à un espèce de loustique de merde là, un petit môme qui va lui sauter sa femme actuelle. Ça, il lui pardonne. Bon, et ça c'est étonnant. Je trouve que c'est formidable et c'est très bien vu, je trouve. Et en effet, c'est cette espèce de fuite dans l'écriture. Et Dieu sait si ça existe. Ça, c'est la fuite dans l'écriture.
l'écriture et dans la jubilation de l'écriture et dans la douleur de l'écriture. L'une des principales qualités de ce bouquin, comme de tous les Gian, c'est qu'on prend un pied à lire. Il écrit bien, c'est beau, c'est vraiment formidable, et même pour raconter des choses très dures, il le fait tellement bien. Vous savez, il n'y a rien de plus chiant dans un livre que les descriptions. Eh bien lui, c'est formidable. Il est en train de vous parler d'une action et tout d'un coup, hop, en quelques mots, il vous décrit le cadre. Et c'est formidable. À chaque fois, vous prenez une claque dans la gueule. À chaque fois, c'est beau. Et je recommande vraiment ce dernier bouquin de Gian. Parfait. Alors, Philippe Gian, Impardonnable, au pluriel. C'est son dernier roman publié chez Gallimard. Après Alain Bachung sur un trapèze, on retrouvera Monique Pantel au téléphone, elle. Laurent Ruquier, on va gêner pour la dernière fois cet après-midi. Autour de Laurent Ruquier, Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titeuf. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Monique, bonjour. Oh là là, Laurent. Qu'est-ce qui se passe encore? J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis folle de bonheur. Pour une fois, mes 3 films préférés sont les préférés du public. C'est vrai? On a de bons films cette semaine? Je crois que je vais m'envoler. Commençons par LOL, alors, le film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau. Eh ben, c'est adorable. C'est enfin le retour de la jolie Sophie dans un beau rôle. J'étais ravie de la voir. Celui d'une mère à la quarantaine éclatante. Elle est très copine avec son ado de fille qui jouait divinement bien aussi par Christa Terré, une petite nouvelle. Elle est partagée, la petite, entre ses histoires d'amour, ses copains, son école et son portable. Tout son vrai frais, malin aussi, parce qu'au truc de la fille correspondent les trucs de la mère. Par exemple, les joints que fume la fille en cachette, la mère en fume aussi. Et la fille, ça c'est très rigolo, lui reproche à la mère de recoucher avec son ex-mari. Ouais, c'est la vie de Christine, quoi. Non, je trouve ça mignon. Isabelle Motro, d'accord avec Monique? Oui, c'est vrai que c'est une bonne comédie. Et puis alors, on a fait beaucoup de parallèles, vous savez, avec La Boum. Parce qu'effectivement, ça raconte bien la Monique vie Pantel des ados. jouait la grand-mère dans La Boum. Oui, elle était très bien d'ailleurs. Non mais et c'est vrai que c'est bien foutu parce que. Mais non, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est il y a bien. 30 ans quand même. C'est vrai que c'est bien Elle est fichu beaucoup parce trop que âgée ça. pour avoir joué là-dedans. C'est plein de choses très justes sur notre vie, sur la vie d'aujourd'hui. Comme La Boum racontait des petites choses du quotidien qui étaient quand même vachement révélatrices sur la vie des gens. Ce qui est sympa, c'est que Marceau soit passé du rôle principal. Et Brigitte Fossé pourrait jouer la grand-mère et Claude Brasseur le grand-père. Non, en fait. c'est vraiment très sympathique. Et ça marche. Alors ça marche. C'est la 3e sortie de la semaine, mais il faut dire que cette semaine les scores sont écrasés par Volt, qui est très loin devant. Mais LOL marche bien. LOL marche bien. Signalons d'ailleurs que la réalisatrice de LOL, Lisa Azuelos, c'est la fille de notre amie Marie Laforêt. Lisa Azuelos, bien sûr, oui, c'est la fille de. Bien sûr, c'est la fille de Marie Laforêt qui réalise ce film LOL. L'autre maintenant, un film avec Dominique Blanc. Oh là là. Aïe. Mais qu'est-ce qui vous prend, Laurent, de vous questionner sur ce film? Parce qu'il est sorti mercredi. Mais c'est aussi, hélas, le nanar de la semaine. Oh non, tu peux pas je dire sais qu'elle ça. a rigolé, celle-là. Ah non, c'est un vrai nanar. non, tu peux dire que t'aimes pas, mais tu peux pas dire que c'est un nanar. C'est très mauvais. Il en fallait un, c'est le nanar. Non. Pour son rôle de femme devenant petit à petit folle de jalousie, Dominique Blanc a reçu le prix de la meilleure actrice au Festival de Venise. Prix mérité. Elle est de tous les plans et même plusieurs fois par plan. Parce qu'elle se voit reflétée dans le miroir et comme elle est folle, elle s'imagine dans un autre métro que le sien. C'est horripilant pour les gens normaux. Je serais bien partie avant la fin, mais c'est tellement obscur ce film dans tous les sens du terme que j'avais peur de me casser la gueule. J'ai préféré me casser les pieds. Bon, alors là, Isabelle Motro n'a pas l'air d'accord du tout. Alors, elle est drôle, mais elle est toujours drôle, Monique. Mais non, l'autre, c'est vraiment un film extraordinaire. Dans le sens où c'est du cinéma comme on en voit très peu. C'est une histoire très simple à comprendre. Oui, évidemment, si t'aimes pas. Mais c'est une histoire très simple à comprendre. C'est une histoire de jalousie. Alors ça, je veux dire, il y a pas plus Elle est jalouse quand elle a quitté son mec. Oui, elle est jalouse parce qu'elle. C'est comme si tu avais envie d'une robe que tu as jetée. C'est l'histoire d'une. Non, c'est l'histoire d'une femme
C'est l'histoire d'une femme qui pense qu'elle entretient une relation légère avec un type. Elle lui dit de choisir. Elle lui dit de choisir la liberté qu'il veut. Et quand en fait le mec rencontre quelqu'un d'autre, et ben à ce moment-là, elle se rend compte que pas du tout. Mais oui, c'est ce que je disais. C'est une histoire, on ne peut plus classique. C'est filmé d'une façon absolument magnifique. Mais oui, mais si tu me laisses pas parler, je veux dire, c'est pas possible. Tu vois, moi je t'ai laissé parler, faut que tu me laisses parler aussi, quand même. Mais les gens l'aiment pas, tu le sais aussi bien que moi. Mais pas du tout. Et alors, Dominique Blanc, elle est extraordinaire. Et effectivement. Elle dit quand même dans la presse aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on me propose des comédies, ce qui veut tout dire. Mais oui, mais non, elle en a déjà fait des comédies. Mais le problème, c'est que Dominique Blanc, elle a quand même un physique et une façon de jouer. C'est vrai qu'on a envie de la voir dans des rôles comme ça. Déjà, on peut aller voir le film. Ah non, mais pour le film, c'est un film formidable. Non, pas pour le film. Alors, passons à un autre long métrage. Alors celui-là, effectivement, dont on parle beaucoup, qui n'est pas un film avec humains, mais plutôt avec animaux, et qui est surtout un film d'animation. Volt, le chien star malgré lui. Eh ben tout de suite. Grâce aux lunettes pour voir en relief prêtées par le cinéma, Volt m'a sauté sur les genoux. Ah oui, c'est plus... Il est très affectueux, ce chien. Il sait pas qu'il est acteur dans une série télé. Et il se prend pour un vrai héros, malheureusement pour lui. Il se croit doté de super pouvoirs. Il aide sa petite maîtresse, qui est en fait la star du feuilleton, à sortir de tous les mauvais coups qu'elle a. C'est délicieux, et c'est marrant, du début à la fin. Et c'est marrant. Omar et Fred, ils font 2 pigeons. Ils sont irrésistiblement drôles. Ils font les voix des pigeons, hein. Ils sont pas déguisés. en pigeon. Je suis tellement emporté par mon truc, j'ai adoré ce film. Est-ce que c'est un film d'animation réussi, Volt, Isabelle? Oui, tout à fait. C'est un film d'animation complètement réussi. Vous l'avez vu ou pas? D'ailleurs, ça, oui. Et alors? Et c'est très très bien avec les lunettes. Ah bah c'est ça qui est formidable. Ah, on met des lunettes. Oui, c'est génial. Il donne à la caisse. Oui, et tu la remets après, comme à Disneyland. Il y a eu plusieurs films qui ont été en 3D maintenant pour les enfants en général. C'est très beau. Ça marche très très bien, hein. C'est très impressionnant et ça marche. Le film lui-même marche très bien. Il fait un démarrage de folie. J'ai envie d'y aller. Alors, on n'a évidemment pas oublié le film de la semaine. C'est certainement celui-ci qui est en tête du box-office, j'imagine en tout cas, que Brad Pitt et Cate Blanchett ramènent beaucoup de monde dans les salles avec l'étrange histoire de Benjamin Button. Mais c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Ils s'aiment à la folie, mais que peut-on quand l'un vieillit pendant que l'autre rajeunit? Ce film sur le temps qui passe trop vite ou trop lentement est bouleversant, rafraîchissant, sentimental, enrichissant. Il est tout, quoi. Et drôle en plus. Bon, alors c'est tout ce que vous nous dites? Les Brad Pitt, mais tout le monde sait qu'il joue un homme qui arrive dans la vie à l'âge de 70 ans. Le scénario est tellement bien écrit qu'on ne se pose pas de questions, on trouve ça très bien. C'est la perfection à l'état pur. Brad Pitt, quand il est adulte, enfin il arrive adulte, est divinement beau et joue divinement bien. Son amoureuse Cate Blanchett est aussi sublime. C'est la plus belle histoire d'amour de l'année ou peut-être de la décennie. En sortant, j'étais tellement ému que j'ai paumé ma carte bleue avalée par la machine à laver. Il faut signaler que c'est l'adaptation d'un roman de Fitzgerald qui avait la réputation précisément d'être inadaptable au cinéma, ce qui est vrai, et ça n'a pu être adaptable que grâce aux effets spéciaux aujourd'hui. Aux effets spéciaux. Évidemment, Isabelle. Alors, c'est un film formidable. Vraiment, c'est difficile de pas être ému par ce film, touché par l'histoire, et puis aussi un peu, bouleversé parce que c'est aussi une étude sur le temps, c'est-à-dire le temps qui passe, dans le bon sens et parfois dans le mauvais, tout ce qui nous échappe, tout ce qu'on perd, mais tout ce qu'on gagne aussi en vieillissant. Enfin, c'est vraiment tout est fouillé. Malgré tout, je dis, il vaut mieux lire le bouquin. Ouais, mais il est magnifique le bouquin. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi j'ai vu ni le film ni j'ai pas lu le bouquin non plus, mais je trouve que je vais vous dire un truc tout à fait étonnant, c'est tout à fait vrai ce que dit Isabelle, parce que vous savez, Lévi-Strauss, qui est quand même un de nos plus grands penseurs contemporains, qui vient d'avoir 100 ans, dans une des dernières interviews qu'il a données, on lui a dit alors ça fait quoi de vieillir, et il a dit exactement ça. Il a dit c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas naître vieux et mourir dans le ventre de sa mère. Tiens, restez avec nous, Monique Pantel, parce que j'avais gardé une question exprès pour cette fin d'émission qui concerne Angelina Jolie. Où peut-on voir Angelina Jolie crier nue dans un champ?
À la campagne, à côté de chez elle. Dans une pub? Non, pas dans une pub. Dans un film? Pas dans un film. Dans un... Sur Internet? Dans un magazine People? Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que c'est une parodie? Alors c'est vraiment elle qu'on voit. Dans un clip? Mais pas dans un clip. Attends, c'est pas un clip, c'est pas un film, c'est pas une pub. C'est pour une association caritative? C'est dans une émission de télé? Non, c'est pas dans une émission de télé. C'est Internet? un film alors? Pas Internet, c'est pas un film. Ah bah c'est quoi alors? Sur une affiche? Alors, c'était pas une affiche au C'est une départ. photo. Une couverture. C'est une photo. Ah bon, parce que Mais je où peut-on m'inquiétais. voir cette photo? Dans un musée? Dans un musée. Ah bah ça doit être l'exposition Ah bah oui. de la chapelle. photo. La Chapelle. Bonne Au musée de la réponse Monnaie. de Jérémy Michalak, l'exposition David Lachapelle à la Monnaie de Paris. Bravo, Jérémy. Alors, il fallait Monique. faire quand même, hein. Le photographe David Ah oui, mais il est Lachapelle. magnifique, hein, David Tu l'as, la Lachapelle. photo, C'est là formidable. Alors, je l'ai ce pas, qu'il non, fait, j'ai la photo en revanche d'Elton John. Ouais, Ça nous intéresse moins là si tu veux. C'est pas ma T'as pris ce qui t'intéressait. Mais pas moi qui parle. Je te remercie, Elton John. Ah, ça, c'est Franchement, drôle. T'as pas Angelina Jolie à poil? Non, non, j'ai Elton John qui joue du piano. c'est celle. Je suis désolée. C'est celle que le Parisien a choisi de montrer aujourd'hui. Je suis désolé. Si j'avais pu vous montrer Angelina Jolie, je l'aurais fait, mais je l'ai pas. J'ai Elton John, qui est vieux d'ailleurs, et qui même jeune ne me plaisait pas d'ailleurs, autant vous le dire. En tout cas, voilà, c'est une expo, paraît-il, qui fait courir Paris en ce moment, la planète People, photographiée par David Lachapelle. C'est vraiment bien. Ah oui, c'est formidable ce qu'il fait, David Lachapelle. Franchement, moi je trouve que c'est à la mode aussi. une expo avec des photos People, finalement, est-ce que c'est une vraie Ah oui, expo? mais non, mais c'est des compositions. Chaque photo sont des Tu vois, compositions extraordinaires. Dans- des dans- peintures. il a raison, Eboué, dans Voici, il y a des photos plus récentes au moins. Non, non, mais c'est pas du tout ça. Il a hein. fait Lormanodo à poil lui aussi ou pas ou Oh, tout le monde là. Ah non, c'est vrai, le ouais. scoop, c'est Lormanodou habillé. Ah oui, c'est vrai. Même l'équipe, ils ont pas réussi, ils ont pris un sosie. Au revoir, Monique Pantel. Au revoir. Rassurez-moi, parce que vous m'avez dit avoir perdu votre carte bleue, et comme je sais quand même que vous allez devoir encore aller au cinéma pour nous la semaine prochaine, la carte vermeille, vous l'avez encore? Oui, oui, je l'ai. Non, mais sans rire, je l'ai. Hein. Alors tout va bien. On se retrouve lundi entre 16h et 18h. Merci à tous. À lundi, Laurent Ruquier avec vos chroniqueurs. Et pour réserver vos places, assister à l'émission On va gêner, c'est très simple. Vous appelez le 01 47 23 18 04 01 47 23 18 04. C'est le numéro de téléphone pour réserver vos places pour assister à l'émission de Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.